Les amis, le FC Barcelone a quasiment fait une saison parfaite. Hormis la Ligue des Champions, triplé sur la scène nationale. Donc on se dit, le Barça n'a pas forcément besoin de recrues pour se renforcer. D'un autre côté, Deco a très récemment dit que le Barça n'avait pas non plus besoin de se renforcer. Pas besoin de latéraux, pas besoin d'ailiers, pas besoin de numéro 9. Du coup, on se dit que le Barça va être totalement inactif sur le marché des transferts. Malgré ces choses-ci, je pense que le Barça a quand même besoin de se renforcer dans son effectif. Et c'est pour ces raisons qu'on sort cette vidéo. C'est pour parler justement des arrivées potentielles du côté du FC Barcelone pour la saison 2025-2026. Ça commence tout de suite dans cette vidéo Mercato. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la série bilan de la saison 2024-2025 du Barça. Pourquoi est-ce que cette vidéo rentre dans la série bilan? Parce que c'est par rapport à la saison 2024-2025 qu'on a vécu qu'on se met à penser aux priorités du FC Barcelone pour ce mercato. Maintenant, avant de commencer de vous parler des postes à priorité du côté du FC Barcelone, il est important de mentionner deux choses. La première, c'est que oui, on désigne des priorités en tant que supporter, en tant que créateur de contenu, mais ces priorités, c'est nous qui les fixons. Est-ce que ce sont les priorités de Flick? Est-ce que ce sont les priorités de Deco? Est-ce que ce sont les priorités de Laporta? Nous n'en savons rien. Est-ce que le Barça va jouer avec la même structure l'année prochaine qu'elle a joué cette année? Nous ne le savons pas encore. Donc toujours à garder en tête que oui, nous en tant que supporters, on se dit il faut ci, il faut ça. Est-ce que c'est la réalité du terrain? Est-ce que c'est la réalité de l'entraîneur? Est-ce que c'est la réalité du directeur sportif? Ça, c'est une autre question qu'il faut toujours avoir en tête. Et deuxième point d'attention, et c'est peut-être le plus important, on ne connaît pas le budget du FC Barcelone. Donc vous faire une vidéo où je vous dis on recrute lui, ça ne sert à rien. Parce que je ne sais pas combien d'argent va avoir à mettre en place le Barça sur ce mercato. Est-ce qu'on aura 20 millions? Est-ce qu'on aura 50 millions à mettre? Est-ce qu'on aura 100 millions? Est-ce qu'on aura 150 millions? Est-ce que ce sera en fonction des ventes qu'on fera? Du coup, quelles ventes on fera? Je ne le sais pas. Ce n'est que de l'hypothétique. Donc pour l'instant, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous faire un mercato fiction. Pour ça, j'ai déjà sorti la série Virtual Mercato, où j'aborde chaque poste, chaque joueur qu'on pourrait acheter. Mais ça reste un mercato qui est virtuel, qui est de la fiction. Dans cette vidéo, je vais aborder chaque poste et dire pourquoi ces postes-ci sont prioritaires en abordant un tout petit peu quel type de joueur, quel type de prix on pourrait mettre sur eux. Premier poste à priorité, mesdames et messieurs, et pas des moindres, le poste de gardien. Quand bien même les déclarations à droite, à gauche, oui, Tech va rester, Ter Stegen reste le numéro 1 pour l'année prochaine, il n'en reste pas moins que je pense que le Barça doit se renforcer à ce poste-ci. Pourquoi? Les trois gardiens que nous avons actuellement à ce poste, Iñaki Peña, Ter Stegen, Szczesny, sont des gardiens qui, selon moi, sont des bons gardiens. Je ne suis pas là à vous dire ils sont mauvais. Peña, l'année dernière, c'était mauvais. Mais Peña, cette année, la pige qu'il a fait a été très importante pour le FC Barcelone. Il n'en reste pas moins que c'est un gardien secondaire, de bon niveau, qui ne va pas te faire des arrêts tout le temps exceptionnels. Ter Stegen, on ne l'a pas vu cette année. Mais l'année dernière, c'était en grande difficulté. Et là, depuis qu'il a repris la compétition, c'est aussi un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas non plus catastrophique comme je l'entends souvent. Et ensuite, du côté de Szczesny, il a fait une très bonne pige. C'est limite au-dessus de bon. Mais on a vu qu'il y avait quand même un plafond de verre du côté de ce gardien qui monte pas non plus en déclaration une grande envie forcément de continuer tout le temps dans le milieu professionnel. Et ça peut poser certains doutes. Donc on observe des gardiens qui sont bons. Mais maintenant, du côté du FC Barcelone, je pense qu'il faut franchir un palier. Depuis quelques années maintenant, on répète ça du côté du FC Barcelone. Il nous manque un gardien qui nous fasse gagner des matchs. Tout simplement un gardien qui, en Ligue des Champions, va nous permettre d'aller encore plus loin. Un gardien qui, lorsque tu vas subir, parce que les matchs, on ne va pas tout le temps tous les dominer, la soixantaine de matchs qu'on a dans l'année, on ne va pas toujours être supérieur constamment à notre adversaire. Des fois, on va subir. Un gardien qui est capable d'enchaîner les arrêts d'importance. Et un gardien également, dans des matchs où on est en ultra domination, d'être capable de faire l'arrêt. Quand l'adversaire va avoir une situation, une occasion, qu'elle soit extrêmement dangereuse ou non, être capable d'arrêter ce ballon de but qui généralement peut changer la dynamique d'un match que tu maîtrises. Ça, encore une fois, du côté du Barça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un gardien de ce type-ci. Maintenant, la question, elle va se poser plutôt autour de quel profil je vais chercher de gardien. Est-ce que je vais chercher un profil de gardien qui n'a pas encore énormément d'expérience, que ce soit en termes de nombre de sélections, que ce soit également en termes de matchs référence dans des grandes compétitions et qui reste un gardien qui est jeune?
Lucas Chevalier, Garcia de l'Espagnol Barcelone, Verbruggen de Brighton, qui restent des gardiens qui ont un sacré potentiel, qui sont des gardiens du futur, mais pour lesquels on peut encore se poser des questions et se dire vont-ils réussir à franchir la barre justement du stress, de la pression que c'est d'être gardien, d'avoir une telle visibilité du côté du FC Barcelone. C'est les questions autour de cette jeunesse. Maintenant, est-ce qu'on va plutôt se pencher sur un profil de gardien qui a de l'expérience, qui a de la connaissance, qui a joué des matchs de Ligue des Champions, qui a joué des matchs internationaux, type le gardien du Portugal Costa, qui est un gardien de référence, mais qui par ailleurs a un coût qui est un petit peu supérieur justement à travers ça. Ça va être, je pense, les deux grosses questions autour du gardien qu'on va choisir, en sachant bien évidemment que le gardien qu'on doit recruter, ça c'est moi ce que je pense, doit rester un gardien qui doit à minima rester longtemps au Barça. Il faut avoir une longue visibilité. Je ne pense pas qu'il faille recruter un gardien qui est là pour faire une petite pige au Barça et rester 2-3 ans. Le prochain gardien qu'on doit signer du côté du FC Barcelone, est-ce que ce sera cet été ou non, je ne le sais pas, mais en tout cas ce gardien doit à minima rester 10 ans au club si tout se passe bien. On doit recruter encore une fois un gardien qui a la possibilité de finir sa carrière au FC Barcelone et d'être un gardien différentiel. C'est clé pour le FC Barcelone tout en s'adaptant, tout en s'ajustant au style du Barça, qui est un style de gardien particulier, surtout avec la ligne haute qu'on a. C'est pas le même type de gardien que lorsque tu es gardien d'une équipe qui est un bloc bas. Là, c'est un petit peu différent. Tu es le gardien d'une équipe qui est ultra dominatrice. Montons d'une ligne maintenant et abordons le cas des latéraux. Et là, si au tout départ de l'année, on était quasiment tous et toutes d'accord pour se dire oui, les latéraux, il nous en faut plus du côté du FC Barcelone, plus on a avancé dans la saison, plus on a mis ça un petit peu entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'au tout départ, on se dit, en fait, pour remplacer Baldé, il n'y a personne. Il y a Gérard Martin, mais personne à ce moment-là de la saison connaissait Gérard Martin. Et on se disait, bah, ça va vraiment pas faire l'affaire, il nous faut un latéral gauche. Et du côté de Koundé, on se disait, bon, il y a peut-être Hector Fort, mais à voir encore Hector Fort. Et plus on a avancé dans la saison, plus les choses ont évolué. C'est-à-dire que Hector Fort a perdu beaucoup de points aux yeux de l'entraîneur et au fur et à mesure aux yeux aussi des supporters. Et en revanche, Gérard Martin, lui, est quand même monté en puissance sur les performances qu'il a fait durant la saison, même si bien évidemment, il y a encore un plafond de verre pour Gérard Martin. Et Eric Garcia est arrivé en poste d'arrière droit quand il a dû remplacer la blessure de Jules Koundé. Et il a fait une très très bonne pige, Eric Garcia. Du coup, on s'est tout de suite dit, bon bah finalement, c'est moins un poste prioritaire. Et effectivement, à travers les performances de Gérard Martin et d'Eric Garcia, on se doit de dire que le poste de latéral est un poste qui est un tout petit peu moins prioritaire du côté du FC Barcelone. Il n'en reste pas moins, selon moi, que si je vous en parle dans cette vidéo, ça reste un poste qui doit être renforcé quand même du côté du FC Barcelone. Encore une fois, ça reste que mon avis. Mais je pense que du côté du Barça, il faut trouver une solution pour le Barça à ce poste-ci. Alors maintenant, la grande question, c'est de se dire, est-ce qu'on cherche plutôt un latéral droit ou est-ce qu'on cherche plutôt un latéral gauche? Sur le côté gauche, j'ai l'impression que Gérard Martin a capté la confiance de Hansi Flick. On est sur un joueur en plus qui est différent sur un aspect tactique que peut l'être un Baldé. Maintenant, de l'autre côté, sur le côté droit, on est peut-être sur un remplaçant qui est Eric Garcia, qui est meilleur que le remplaçant sur le côté gauche. Je pense qu'intrinsèquement, Eric Garcia à droite est meilleur que Gérard Martin l'est sur le côté gauche. Cependant, je pense que Eric Garcia n'a pas un aspect assez différentiel par rapport à Jules Koundé pour apporter quelque chose de différent dans la tactique que tu vas mettre en place. Et c'est pour ça que je mettrai la priorité sur un arrière droit qui est en capacité d'évoluer un petit peu sur le côté gauche, comme les par exemple Vanderson dont on a parlé dans la vidéo virtuelle Mercato avec l'Afrique catalane, mais avec une priorité et un focus sur ce côté droit pour apporter quelque chose de nouveau tactiquement à Hansi Flick, apporter une nouvelle corde à notre arc, apporter un joueur qui est capable de changer de registre que sont Jules Koundé et Eric Garcia, qui selon moi ont des registres qui se ressemblent. Quand bien même les deux se sont améliorés sur le volet offensif, dans les 30 derniers mètres adverses, on reste sur des joueurs qui sont un petit peu limités quand même sur le volet offensif. Alors bien évidemment, l'objectif premier d'un latéral, c'est de bien savoir défendre. On est tous et toutes d'accord avec ça. Mais au Barça, ça reste très important pour un latéral d'être aussi bon offensivement. Et sur ce côté-là, les deux se sont améliorés, mais il y a un petit plafond de verre encore. Si tu rapportes un joueur qui est vraiment bon dans ce secteur-ci et qui est capable de redoubler les efforts pour attaquer et pour défendre,
tu ajoutes une nouvelle polyvalence à cette équipe. Tu rajoutes un joueur qui peut te créer la différence. Et si Hansi Flick, dans un match, a besoin d'un joueur pour combiner un petit peu plus avec Lamine Yamal, il peut le mettre. Pourquoi je parle de Lamine Yamal? Parce que Lamine Yamal, plus il va avancer dans sa carrière, je pense, ça ne reste qu'une hypothèse, plus je pense ça va être un joueur qui va se réaxer au fur et à mesure. Il va être un joueur qui va se rapprocher du but. Il va être un joueur surtout qui va se rapprocher du demi-espace droit. Si Lamine Yamal se rapproche un petit peu du demi-espace droit, ça veut dire que le couloir doit être animé par quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un de présent. Et on l'a dit, oui, Koundé, oui, Eric Garcia sont capables de le faire. Mais si tu rajoutes vraiment un élément fort sur le couloir qui est capable d'animer offensivement, d'être un danger, de savoir dribbler, faire des différences individuelles, encore mieux collaborer, encore mieux combiner avec Lamine Yamal, tu t'offres, encore une fois je le répète, une nouvelle corde à ton arc tactiquement pour Hansi Flick. Voilà pourquoi le poste de latéral reste une priorité pour le Barça. Troisième priorité, mesdames et messieurs, bien évidemment, l'ailier gauche. Alors l'ailier gauche était déjà une priorité l'année dernière. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait abordé 2 priorités pour le Barça. Le numéro 6, l'ailier gauche. Il s'est conclu finalement que, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, le 6, ça n'a pas été une priorité parce que Flick avait changé de tactique, que Flick a su faire confiance à Bernal dans un premier temps, Casado ensuite et De Jong et que ça a très bien fonctionné. Mais en revanche, l'ailier gauche, je continue à penser que c'est une priorité pour le Barça malgré le tour de passe-passe d'Hansi Flick cette saison. Parce que cette saison, on n'a pas d'ailier gauche. Rafinha, je n'ai pas arrêté de le marteler toute l'année, n'est pas un ailier gauche. Rafinha est un second attaquant, un second couteau, un joueur d'intérieur, ce n'est pas un ailier gauche. Pourtant, Hansi Flick a réussi à faire 100. Comment est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'animer le côté gauche avec Baldé. C'est Baldé qui était l'animateur de ce couloir-ci. La problématique, c'est que quand Baldé s'est blessé, le couloir gauche était inexistant du côté du FC Barcelone. Il n'était plus présent. En plus de ça, Rafinha était beaucoup moins performant. Le Barça se retrouve donc dépendant d'Alejandro Baldé sur le côté gauche. Est-ce normal pour le FC Barcelone? Je ne pense pas. Donc je pense que le Barça, oui, a besoin d'une personne, d'un ailier gauche, qui soit un vrai déstabilisateur de défense, un vrai danger, un ailier gauche capable de dribbler, de faire des différences individuelles. Un ailier gauche qui est aussi capable, à certains moments, d'avoir la polyvalence de jouer dans le demi-espace gauche. Parce que Baldé doit rester un joueur qui met de l'activité sur le couloir. Mais je pense que Baldé est aussi un joueur qui est capable de mettre de l'activité dans le demi-espace. Donc au moment où Baldé va mettre de l'activité demi-espace, demander à l'ailier d'être présent sur le couloir. Quand cet ailier-ci aura de l'animation dans le demi-espace, demander à Baldé de mettre de l'animation dans le couloir. C'est ça qu'il faut voir un petit peu entre les deux joueurs, d'avoir la capacité de voir si Rafinha à certains moments peut souffler et doit souffler parce que Rafinha il a enchaîné beaucoup de matchs. Peut-être que ça aussi ça a joué sur sa petite méforme de la toute fin de saison. Donc déjà tu as une carte pour renforcer la profondeur de ton banc, pour renforcer le fait que tes joueurs qui sont titulaires, tes cadres, ils vont pouvoir se reposer à certains moments. Et encore une fois, je vais aborder l'aspect Lamine Yamal. Pourquoi, comme pour le latéral, j'aborde l'aspect Lamine Yamal? Parce que Lamine Yamal va aussi être dépendant de ce qui se passe de l'autre côté. Plus on va avancer, plus Lamine Yamal va être une cible pour ses adversaires. On l'a notamment vu contre l'Inter Milan. Ce qui se passe contre l'Inter Milan, c'est que Lamine Yamal est tellement fort que sur les 2 matchs, il arrive à s'en sortir. Mais il arrive à se sortir de prise à 2, de prise à 3, ce qu'il n'arrivera pas tout le temps à faire. Et pour l'aider justement là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est apporter du danger sur le côté gauche. Si tu apportes du danger sur le côté gauche, les adversaires ils vont avoir un problème. Quel va être le problème? Soit ils vont devoir quand même mettre des défenseurs sur le côté gauche et donc laisser plus d'espace à Lamine Yamal. Et si Lamine Yamal il a plus d'espace pour s'exprimer, ça devient tout de suite un danger. Soit s'ils continuent à faire une fixette sur Lamine Yamal, ils vont délaisser le côté gauche. Et si tu mets un tueur, un mec énervé sur le côté gauche, il va en profiter et il va donc tuer l'équipe adverse qui va vouloir faire ça. Il va être méchant parce qu'il aura lui de l'espace puisque Lamine Yamal, il aura fixé 2-3 joueurs. Du coup, même sur un volet d'élargissement du bloc adverse, sur un volet tactique, c'est très important d'avoir un joueur qui est capable de se mettre vraiment sur la ligne de touche de l'autre côté pour permettre au Barça d'avoir encore plus d'activité et même de profiter des demi-espaces. Donc pour toutes ces raisons-ci, c'est très important, je pense, pour le Barça d'avoir un ailier gauche au club. Maintenant, vous connaissez les noms, les Leao, les Nico Williams, les Lookman, il y en a plein. On a parlé dans la vidéo virtuelle Mercato avec Café Barça. Maintenant, quel argent aura à mettre encore une fois le FC Barcelone? Je n'en sais rien. Mais oui, là, on est sur un poste qui est top priorité pour le Barça. Et mesdames et messieurs, nous finissons les postes à priorité pour le Barça avec bien évidemment le poste de numéro 9. Et comme tous les autres postes, il a vécu différentes vies, ce poste au Barça. On s'est dit, il y a un an de ça,
Ça reste un poste à priorité, mais allez, Lewandowski il peut faire encore une dernière pige. Mais on s'est dit en début de saison, l'été prochain là, va falloir qu'on achète une grosse recrue, un gros numéro 9, ça va être la grosse recrue de la Porta. Sauf que plus on avançait dans la saison, plus il y a eu d'autres options. Options notamment qui ont été abordées par Deco très récemment, qui a dit, mais on a Lewandowski en tant que numéro 9, et si on n'a pas Lewandowski, on a Ferran Torres, et si on n'a pas Ferran Torres, on a Dani Olmo. Et là-dessus, il n'a pas tort, parce que vu la saison de Ferran Torres, on est sur un super sub. Ferran Torres, la saison qu'il a montré au Barça, s'il peut toutes les saisons la faire et avoir ce rôle-ci en tant que remplaçant, mais c'est parfait. Maintenant, entre être un super sub et être un titulaire indiscutable du côté de Ferran Torres, c'est une grosse question. Dani Olmo, on l'a testé que 2-3 fois cette saison en tant que faux numéro 9. C'est une solution peut-être, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu sur le long terme. Et en plus de ça, Dani Olmo, sur le volet physique, c'est très compliqué de s'appuyer là-dessus. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on poste au numéro 9? Tout simplement parce que le titulaire actuel du FC Barcelone montre de plus en plus de lacunes, montre de plus en plus de difficultés et sur une régression. Alors ça reste le deuxième meilleur buteur de Liga. Alors ça reste un joueur qui a marqué des buts importants cette saison pour le FC Barcelone. Ça reste un joueur dont le profil est unique au Barça. Ce profil de numéro 9, renard des surfaces, expérimenté, capable de mettre des tapines, des buts que personne d'autre n'est capable de mettre dans la surface de réparation. Ça, je l'accorde pour Lewandowski. Maintenant, la problématique de Lewandowski, c'est que c'est un joueur qui décline de plus en plus dans le jeu. C'est un poids, un relais qu'on n'arrive pas à trouver, un joueur qui, lorsqu'il est trouvé, ralentit énormément le jeu du FC Barcelone, que ce soit sur ses contrôles, que ce soit sur ses passes, que ce soit sur ses mauvais choix. Et c'est un joueur aussi qui, devant les cages, rate de plus en plus. Et c'est normal. En aucun cas, entre guillemets, j'en veux à Lewandowski. Il fait son âge. C'est totalement logique. Il a une carrière incroyable derrière lui. Il n'a plus rien à prouver, mais factuellement, c'est un joueur qui est en déclin du côté du FC Barcelone. Donc oui, le Barça doit recruter un numéro 9. Maintenant, quel numéro 9? À quel prix? Est-ce qu'on prend réellement un joueur extrêmement jeune? Est-ce qu'on en prend un moins jeune? On en parlera très bientôt dans la prochaine et dernière vidéo virtuelle Mercato qui sortira avec encore une fois un invité surprise. Mais le Barça doit s'activer sur ce poste-ci. Maintenant, la grande difficulté autour du numéro 9, c'est laquelle? C'est que n'importe quel numéro 9 coûte extrêmement cher. Pour l'instant, sur le Mercato 2025, il n'y a pas eu encore d'activité sur le numéro 9. Au moment où il va y avoir une activité, vous savez très bien comment ça fonctionne, il va y avoir un ruissellement. Tout va découler et les clubs vont s'échanger les numéros 9. Mais il faut qu'il y ait une première action. Et en plus de ça, comme je viens de vous le dire, les prix, ils sont extrêmement hauts pour les 9. On atteint des 80 millions jusqu'à des 130 millions pour certains. Est-ce que le Barça peut se permettre de faire ça cette saison? Est-ce que le Barça, s'il a de l'argent, doit mettre absolument sa priorité absolue sur le numéro 9 et ne pas se renforcer sur les autres postes qu'on a abordés d'abord? Ça va être le dilemme. Ça va être la grande question. Est-ce qu'il ne faut pas attendre plutôt encore un an supplémentaire, prendre le risque de continuer avec Lewandowski en tant que titulaire et se dire l'été prochain, on fait la grosse recrue avec le nouveau Camp Nou, tout beau, tout neuf. On a la recrue phare de la Porta qui peut la mettre en évidence. C'est une grande question. Que faire également avec le prototype de numéro 9? Est-ce que le numéro 9 doit être un 9 qui combine avec les autres, un numéro 9 de collectif, qui fait en sorte que les autres joueurs tels Rafinha, tels Lamine Yamal se mettent d'abord en avant eux avant de se mettre en avant lui? Ça, c'est une grande question parce que oui, on a d'autres stars au FC Barcelone et souvent dans les équipes, la star, c'est le numéro 9. Mais au Barça, c'est un tout petit peu différent. Pourquoi? Parce que tu as déjà en tant que star Lamine Yamal, tu as déjà Pedri qui prend beaucoup d'espace et sur le volet des buts, tu as également un joueur comme Rafinha qui en marque énormément. Du coup, quel type de numéro 9 tu dois avoir? C'est ça aussi qui va être complexe. Doit-on ramener absolument une star, une paillette, un grand nom ou plus un joueur de collectif? C'est ça la grande question qui va se poser, mais absolument que oui, le poste de numéro 9 est très prioritaire pour le Barça. Voilà la présentation de mes postes à priorité du côté du FC Barcelone. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, il risque d'y avoir très peu de mouvements du côté du Barça. Maintenant, ça reste à confirmer. Mais de ce qu'a dit un peu Flick, de ce qu'a dit Deco, il va falloir que les joueurs présents y travaillent énormément. Ça va aussi dépendre des ventes qu'on va faire. Qu'a-t-on comme trésorerie sur le côté? Attendons encore le 1-1 de notre côté. Résolvons les problèmes de fair play financier. Résolvons également les problèmes de salaire qu'on a de certains joueurs qui risquent aussi de partir cette année. Il va y avoir du mouvement là-dessus. Et tout ça, ça va former le budget du FC Barcelone. Et à partir de ça, on pourra se dire, oui, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Mais en fonction des priorités qu'il y aura à faire, la difficulté va être
quelle sera la priorité numéro 1 pour le Barça, parce que ces 4 postes que je vous ai présentés, ils ne pourront pas être renforcés, je pense, cet été. Donc, quels vont être les choix de la direction, quels vont être les choix de Deco, les choix de Flick? On a hâte de voir ça, mesdames et messieurs. N'hésitez pas maintenant, vous, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel poste on doit recruter selon vous. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.